Alors on en débat en plateau avec vous, Luc Carvounas, Ludovic Mendes. Emmanuel Macron n'ira pas au congrès des maires. Pour quelle raison ? Alors premièrement, c'est d'abord au Premier ministre de s'adresser aux maires, aux élus. C'est lui le chef du gouvernement. Le président s'y était engagé pourtant. Le président s'était engagé, c'est lui qui a pris la décision de ne pas y aller, mais le Premier ministre y sera. Plusieurs ministres y sont aujourd'hui. Je sais que Jacqueline Il se Gourault, défile ou quoi ? Comment ça se fait ? Non, je pense pas qu'il se défile. Il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui. Il en reçoit en plus à l'Élysée. Il tourne beaucoup sur les territoires. De son côté, il y a aussi des obligations internationales en ce moment. Donc, il prend sa part au niveau européen. C'est aussi le rôle majoritaire du président, c'est d'être à l'étranger et de faire le travail par rapport à l'étranger. Mais le rôle du Premier ministre, c'est d'être sur le territoire et de rappeler la politique du gouvernement, pas la politique du président. Il aurait dû y aller pour vous, Luc Carvounas ? Vous êtes ancien maire, vous avez été maire d'Alfortville pendant des années. Non, mais je crois que c'est un vrai faux débat. Que le président de la République soit présent ou pas présent au Congrès, ça ne changera rien. Il n'y a pas de manque de respect vis-à-vis des élus. Ça ne changera rien aux attentes des élus locaux, des associations d'élus locaux et des maires en particulier dans le cadre de ce Congrès. Le président s'est mis lui-même un peu dans un corner en faisant une belle annonce l'année dernière qui était ambitieuse. Moi, je suis parti de ceux qui ont envie que le président change de paradigme parce que j'ai entendu depuis 1 an et demi Emmanuel Macron dire « Moi, ma marque, c'est de faire exactement ce que j'ai dit ». Et je fais partie de ceux qui espèrent que le gouvernement, la nouvelle majorité, change d'avis sur la trajectoire carbone, sur le coût de l'essence. Donc je ne vais pas en vouloir au président d'avoir changé d'avis, puisque j'aimerais qu'il change d'avis sur tant d'autres choses, sur des politiques publiques inefficaces et injustes. D'accord. Après, pour le reste, vous savez, l'image que ça renvoie, mais après c'est un problème entre le président et nos concitoyens. C'est certes, il y aura un échange avec 1000 maires tirés au sort, tant mieux pour ces 1000 maires sur les 35 000 qui auront l'occasion d'échanger avec le président de la République dans son château, à 6 km de la porte de Versailles. Il a encore le temps de prendre sa voiture et les motards pour se rendre à la rencontre des maires. Après, j'imagine que Édouard Philippe, qui a été un maire, et qui a une tâche extrêmement difficile, qui est celle de régler une équation financière que nous ne voyons pas. Et je vais être très simple. On a dit à nos compatriotes qu'ils allaient être exonérés sur 3 ans de la taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation, c'est très peu dit. Et financée de quelle manière ? Elle est compensée à l'euro près par l'État. Oui, mais comment ? En allant demander aux départements de donner une partie de leur taxe foncière et en demandant à l'État de donner une partie des prélèvements CSG et TVA. Donc en fait, on va effacer un prélèvement en prenant sur d'autres prélèvements et d'autres impôts. Ça s'appelle les poupées russes. Et à un moment ou à un autre, un jeu de bonneteau, alors ? On fait croire aux gens que localement, ils paieront moins de taxes. Mais à un moment ou à un autre, on le voit bien dans la contrainte budgétaire du gouvernement, il faudra bien aller trouver l'argent ailleurs. Et cet argent, ils sont en train de le trouver ailleurs, avec la hausse du carburant, où on va nous dire, oui, mais vous, les socialistes, d'ailleurs, vous étiez avec nous à l'époque, en 2015. Vous avez voté cette hausse de la taxe carbone. Hein, ouais. Sauf que nous, et l'ancienne ministre le dit souvent, mais c'est pas assez répété, c'était -1 pour ce qui était de l'essence, +1 pour ce qui était du diesel. Pour aligner les deux fiscalités. Mais comme on a fait un cadeau fiscal de 5 milliards aux plus riches et qu'il y a un trou dans les caisses de l'État, il y a un trou. Et donc sur les 55 milliards qui va être récupéré par sa surtaxe jusqu'à 2022 de l'essence, 40% va aller au budget de l'État, pas à la transition écologique. Alors voilà, donc vous avez résumé la politique fiscale depuis 1 an. On se moque très bien du monde. C'est votre lecture. Étant donné qu'on a quand même dit que nous allions le mettre autour d'une table pour discuter de la refonte de la fiscalité locale. Ça a été dit depuis le début sur la taxe d'habitation. Vous nous dites, voilà... Mais vous êtes d'accord avec moi ou pas sur la manière dont la taxe d'habitation va être compensée ? Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de votre gouvernement ? Est-ce que les taxes sur le carburant vont compenser la taxe d'habitation ? C'est bien la voie qui va être empruntée. Oui ou non ? C'est clair. S'il vous plaît, c'est la taxe foncière du département et les prélèvements de l'État. Laissez-moi au moins m'exprimer. Je vous ai pas coupé la parole, je vous ai écouté. Comme un bon élève, on va le faire simple. Clair. Je dis qu'on est en train de remettre autour de la table les différents élus locaux, associations de maires, de régions et de départements, pour refondre la fiscalité locale. Là, vous nous dites, voilà, les maires sont en difficulté, il n'y a pas de problème. Sauf que si on regarde sur les 10 dernières années, la taxe d'habitation a été surélevée. À quel moment ? Lors du passage du gouvernement de François Hollande. Parce que les dotations financières de la DGF étaient le plus bas possible sous le mandat de François Hollande. Nous, on ne l'a pas baissé, on l'a maintenu. Et aujourd'hui, on a aussi des maires qui nous disent, moi, je ne veux plus me présenter. J'ai un maire qui a démissionné dans ma circonscription qui me dit, voilà, depuis 10 ans, c'est un ras-le-bol, je n'en peux plus, je ne comprends plus, je me sens seul. On essaie de l'accompagner, mais il me dit, le problème, c'est pas vous, ça fait 18 mois. C'est les dernières années où il a compensé, il a été embêté. Ça, c'est aussi une réalité. Vous dites que j'étais dans la famille politique, mais je n'étais pas élu. Je n'ai pas pris la décision, moi, de mon côté, de baisser la DGF et d'augmenter la TVA.
Ça, c'est le choix que vous avez fait. Mais comment vous allez compenser alors cette suppression de la taxe d'habitation? Il faut refondre toute la fiscalité locale. C'est l'engagement qui a été pris par les... Ça veut dire quoi? C'est l'engagement qui a été pris par les ministres. Ça veut dire qu'il faut se mettre autour d'une table. Il faut tout revoir. Il y a plein de petites taxes aujourd'hui qui peuvent disparaître, réadaptées et revues correctement. Il y a eu des négociations avec les grandes métropoles, avec les régions et les départements sur le fait de bloquer les budgets. Et si on accepte de dire certaines choses, on a aussi des élus locaux qui ont consommé des fois des budgets ou fait des emprunts pour des choses qui ont été inutiles. Des salles des fêtes qui servaient strictement à rien, des millions d'euros d'investissement. Monsieur Mendes, non, mais attendez, c'est des réalités, il faut le reconnaître. Excusez-moi, lisez les rapports de la Cour des comptes. Ces dernières années, le plus grand effort sur le volume global de diminution des dépenses publiques, sur le volume global, 50% viennent des collectivités territoriales, alors que les collectivités territoriales représentent 20% de la dépense publique. Donc le travail, les élus locaux, aujourd'hui, ça coûte laissez-moi terminer. Les grandes régions, donc le travail, il a été très bien fait. Moi, je suis très à l'aise sur la taxe d'habitation. Je fais partie de ces maires qui n'ont jamais augmenté leur taux de fiscalité. Je fais partie des TH les plus faibles de mon département dans une ville. Ils n'auraient pas dû augmenter, là, les maires, pour annihiler cette baisse de la taxe d'habitation. La difficulté aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas, d'un côté, vitrifier les recettes fiscales d'une collectivité, tout en ayant une politique au plus haut niveau de l'État, qui grève plus encore les dépenses. Je vais vous donner un exemple. Quand le ministre de l'Intérieur parle de vidéoprotection, qui les met en œuvre? Ce sont les collectivités territoriales. Quand dans le plan pauvreté, dans les villes où il y aura des enfants qui devront prendre le repas à 1 €, et c'est très bien, mais qui devra prendre en charge la dépense? Les collectivités. Il n'y a pas de compensation entre les décisions prises par la majorité. Donc en fait, ils augmentent les dépenses tout en vitrifiant les recettes. À un moment, il y a une équation qui ne fonctionne plus. Il faut remettre les recettes au bon endroit. C'est peut-être aussi le débat qu'on doit se faire. Il y a des sujets comme ça qui ont été mis en place sur la ville de Strasbourg. Ça n'a posé aucun problème pour la commune de bien s'en sortir. Pourtant, ils ont fait le choix d'accompagner les personnes les plus en difficulté. Et vous le savez aussi bien que moi, vu que c'est un élu PS. Donc là, la réponse, certaines communes l'ont trouvée. Pourquoi on ne pourrait pas le faire dans toutes les communes? Toutes les communes n'ont pas des cantines. Parce que toutes les communes ne peuvent pas apporter... n'est pas identique. Et je sais bien, mais là-dessus, il n'y a aucun problème. Il y a des communes qui sont plus riches. J'ai aucun problème avec ça. Je ne peux pas vous en vouloir de ne pas comprendre. Attendez, j'ai aucun problème avec ça. Je vous dis qu'il y a des communes qui sont plus riches et d'autres plus pauvres. Il n'est pas normal qu'on ait des... péréquation pour justement équilibrer tout ça. Aujourd'hui, oui, mais c'est problématique. C'est avec les nouveaux EPCI qu'on le fait. Jusqu'à maintenant, il y a des communes qui étaient en bordure de villes riches et qui étaient totalement... Alors, quelle est votre vision de la réforme territoriale, à vous, majorité? Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, on ne sait toujours pas ce que vous voulez. Quelle métropole? Alors, on n'a pas le temps de refaire toute la réforme territoriale. Parce qu'on a d'autres questions à évoquer aussi. C'est très important d'entendre un député de la majorité qui dit aux élus locaux le sens que nous devons emprunter sur une méconnaissance totale du fonctionnement d'une collectivité territoriale. À un moment donné, vous avez le droit aussi d'écouter ceux qui ont cette expertise. C'est pas être vous écoute aujourd'hui, vous le savez. Mais vous n'écoutez personne. Les associations d'élus locales ont quitté la table de discussion. Que va annoncer Macron? Est-ce que vous avez des idées? Il va leur parler ce soir? Est-ce qu'il doit absolument renouer le dialogue? Comment il doit leur parler? Il faut renouer avec ces élus locaux? Il y a un dialogue qu'il va avoir avec eux. Renouer, il n'y a pas non plus une scission entre l'État et les élus locaux. Il y a un malaise quand même depuis qui s'est installé au début du quinquennat. Le malaise s'est installé au début du quinquennat parce qu'on a fait des propositions. On leur a demandé de limiter les dépenses publiques. Mais c'était déjà fait. C'était déjà fait. Il y avait surtout moins de dotations financières et ils ont augmenté les taxes d'habitation majoritairement pour ça. Alors, on a parlé des maires. Juste une question sur la partielle dans l'Essonne. Là, on parle député. Vous connaissez bien ce département. Est-ce que vous pensez que Francis Choix, qui est en tête du premier tour, peut s'imposer face à Farid Amrani? Moi, je vais vous parler avec ma casquette de député socialiste et responsable du Parti socialiste et fondateur de la gauche arc-en-ciel, qui veut le rassemblement de la gauche. Il y a un principe fondamental pour le Parti socialiste et pour moi-même. Quand il y a au second tour un candidat, en l'occurrence une candidate de gauche, face à un candidat soutenu par tous les maires de droite, le Parti socialiste et moi-même, nous appelons à soutenir la candidature de gauche pour qu'il y ait un barrage à la politique d'Emmanuel Macron et que demain, si nous devons faire une nouvelle motion... Donc vous appelez à soutenir Farid Amrani. Vous soutenez la France Insoumise. Donc elle-même n'a pas appelé à voter contre Marine Le Pen. Moi, Ludovic Mendes, je soutiens la gauche. La gauche qui, avec nous... Jean-Luc Mélenchon dit ne pas être de gauche. N'essayez pas de diaboliser. La gauche qui a fait avec nous une motion de censure. Au mois de juillet, nous étions 61 députés communistes, insoumis, socialistes à faire une motion de censure contre votre gouvernement. Et ben, peut-être que dimanche prochain,
parce que nous sommes clairs sur ce que nous devons faire, nous serons 62. D'accord, et vous aviez fait pareil sous François Hollande et ça n'a pas posé de problème non plus. Alors, Mais arrêtez de parler du passé. Hein. Moi, je ne vais pas vous parler du moment où vous étiez membre des jeunesses socialistes ou de l'aile gauche du Parti socialiste. C'est pas le sujet aujourd'hui sur ce plateau. On va revenir sur le président qui a adressé un message de fermeté. C'était à l'encontre des casseurs dans les manifestations des Gilets jaunes ce matin à l'occasion du Conseil des ministres. On écoute pour cela Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Il y a des souffrances légitimes qu'il faut entendre. Mais il y a aussi eu, le week-end dernier et encore jusqu'à ce matin, des comportements inacceptables. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que s'il y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les 2 personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour. Ludovic Mendes, est-ce que le gouvernement dramatise la situation pour décrédibiliser ce mouvement? Non, on ne dramatise pas, c'est une réalité. Alors, il y a eu 2 morts, plus de 500 blessés, des agressions policières, des personnes renversées, des personnes à qui on a interdit d'aller travailler alors que c'est leur liberté quand même. Et en plus de ça, les vidéos, je pense qu'on les a tous vues, hein, les vidéos de personnes qui ont tenu des propos homophobes, islamophobes, antisémites. J'ai vu une personne être sortie de force de son véhicule. De quel droit on se le permet? De quel droit on demande les papiers d'une personne pour savoir si elle a le droit de passer ou pas passer? Ce matin, en Moselle-Est, il y a encore un article qui a été fait par les Luxembourgeois où on entendait des signes, du moins des propos nazis sur le... Message de fermeté parce que vous êtes inquiet aussi pour la mobilisation de samedi, d'éventuels nouveaux dérapages? Il y aura sûrement des nouveaux dérapages. Certains en plus ont été débordés par des mouvements de casseurs, c'est une réalité. Aujourd'hui, les forces de sécurité font tout ce qu'elles peuvent pour encadrer les mouvements quand ils sont annoncés. Bon, l'avantage, c'est qu'on sait aujourd'hui maintenant où ils sont situés et combien de temps ils y restent parce qu'il y a quand même un dialogue qui est mis en place avec les forces de sécurité. On comprend qu'il y ait ce ras-le-bol, on comprend qu'il y ait cette problématique de souffrance au quotidien. Nous, on essaie de jouer tous les jours, du moins de jouer, non, de faire en sorte que tous les jours, on améliore le quotidien des Français. On n'a pas de baguette magique et on récupère quand même 20 ans de difficultés. Il y a des choix qui avaient été faits précédemment, qui auraient dû aller dans le bon sens, qui malheureusement n'ont pas apporté de résultats. Donc vous maintenez le cap et vous ne changez pas. Luc Arvounas, vous serez dans les manifestations samedi? Bon, déjà, avant de parler de tout ça, il faut penser aux 2 personnes qui sont mortes. C'est un drame. Il faut penser à toutes ces personnes qui sont blessées, aux fonctionnaires de police qui sont blessés. On est dans un état de droit, moi je le dis. Et donc ça, c'est pas acceptable. Après, on est face à un moment où il y a une colère, hein, parce que cette politique telle qu'elle est menée, elle est soit pour les très riches ou les très pauvres. Et entre ce qu'on appelle les classes populaires, elles ne se sentent pas concernées par tout ce qui est mis en œuvre. Vous savez, on apprend de ses erreurs. Moi, j'ai appris de mes erreurs. Et je me souviens ce que je disais ici sur ce plateau au moment des manifestations sur la loi travail. On ne peut pas voir ce qui est en train de se passer et avoir un Premier ministre, Édouard Philippe, venir faire un 20h pour dire « je comprends, mais rien ne va changer ». Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va être toute la classe politique qui va être balayée. Ça veut dire quoi? Qu'il faut revenir sur les textes? Votre responsabilité, c'est pas seulement d'entendre, mais c'est juste de revenir sur la trajectoire. Donc de reculer, quoi. Pas reculer, c'est qu'à un moment donné, revenir sur l'esprit même de la loi de 2015, qui n'est pas ce qui est mis en œuvre. Revenir sur les hausses de taxes décidées dans le budget 2019. Vous êtes un député de la majorité, vous défendez ce qui est mis en œuvre, mais aujourd'hui, vous défendez ce que Bercy et la technostructure Alors, votre a réponse décidé très rapide, pour remplir les caisses de l'État. Il nous reste moins de 30 secondes. Allez, c'est ça qui se passe. On a quand même pris des décisions plus importantes sur la prime d'activité, sur améliorer la fiche de paie. paie. Les gens aujourd'hui, il y a des propositions des gens de la majorité, par exemple, pour avoir un impôt progressif en fusionnant la CSG et l'impôt sur le revenu. Il y a des choses qui sont faites. Quoi qu'il arrive, on ne peut plus rester. Ça pourrait faire partie des propositions, la fusion, impôt sur le revenu, CSG. C'est des propositions qui sont faites par les parlementaires. On ne dit pas que c'est majoritaire. La litanie des EDL. Les cotisations salariales. Éléments de langage pour les Français qui nous regardent. Les cotisations salariales qui facialement permettent d'avoir sur la fiche de paie plus d'argent en fin de mois. Et la taxe d'habitation. Mais la cotisation salariale, chers collègues, elle permet, comme les cotisations patronales, à payer la retraite par répartition. Sauf comme vous la supprimez, vous allez nous sortir maintenant la retraite universelle. Vous prenez d'un côté pour reprendre de l'autre. C'est ça la politique de Macron. C'est la CSG qui finance. On va être obligé de s'arrêter là. Merci à vous, Ludovic Mendes, député La République En Marche de la Moselle. Merci Luc Arvounas, député socialiste du Val-de-Marne. Tout de suite.